Depuis 6 mois, ce pôle métier a reçu plus de 400 demandes. Donc c'est colossal. Ouais. Et c'est quelque chose qui, s'il n'était pas rentré quotidiennement, en fait, elles me diraient, je suis débordée, je leur dirais, ouais, bah, comme tout le monde. Là, d'un coup, elles peuvent dire, ouais, mais en fait, voilà comment ça se passe. On a 400 demandes, X qui sont faciles, qui nous ont pris moins d'une demi-journée, et etc. Tu vois l'idée. Elles vont vérifier la réponse, et si la réponse leur satisfait, elles vont pouvoir donc gagner un temps et une efficacité assez redoutables. Trop bien. Tout en ayant donné satisfaction, puisque le but ultime, on s'en souvient, c'est la satisfaction du client. Bonjour Elise-Marie. Bonjour Louis. Enchanté, je suis très content de t'avoir. C'est Arthur Sauzé. Alors encore Arthur, on en entend beaucoup parler dans ce podcast, mais qui m'a mis en relation avec toi. Tu es directrice juridique d'Action Logement. Et c'est un format qu'on faisait, alors quand je travaillais chez Anomia, beaucoup, d'interviewer des directeurs juridiques, parce que je trouvais ça, et moi je trouvais ça super pertinent d'interviewer les clients phares des cabinets d'avocats pour comprendre et se mettre à leur place pour mieux les servir derrière et être beaucoup plus adapté dans leur accompagnement en règle générale. Et alors toi en plus tu es hyper active sur LinkedIn, tu partages pas mal de choses et puis tu es sur un paquet de sujets, je trouve assez en avance, enfin du moins c'est comme ça qu'Arthur t'a présenté sur ta manière de gérer ton service et ton département. Alors beaucoup d'éloges, tu vas nous en parler, on va voir justement qu'est-ce que tu mets en place. Donc je te laisse te présenter, on a plein de petits sujets à aborder et puis voilà. Je te laisse la parole. Merci Louis, merci de m'avoir invitée. Alors, je suis effectivement directrice juridique et RSE au sein d'Action Logement, et plus précisément au sein d'Action Logement Service. Action Logement Service, c'est une société de financement qui collecte la participation à l'effort de construction, donc la PEC, c'est-à-dire en fait le 1% patronal, et qui, à travers cette activité de collecte et son activité d'émission sur les marchés obligataires, finance le logement social en France, notamment les bailleurs sociaux, mais pas que, et aussi participe très activement au lien emploi-logement, puisque les entreprises de plus de 50 salariés qui donc versent la PEC à Action Logement Service ont en contrepartie, au bénéfice de leurs salariés, des droits de réservation pour les loger dans le 1% patronal, ce qu'on appelait avant le 1% patronal. Donc Action Logement Service est une société commerciale, privée, avec une forte empreinte de participation aux politiques publiques du logement. Okay. Et c'est un écosystème un petit peu complexe puisque c'est une gouvernance paritaire, à savoir que l'association qui détient Action Logement Service, Action Logement Groupe, est en fait une association où participent à parité les organisations syndicales d'employés et d'employeurs, donc les organisations représentatives en France. Donc au conseil d'administration d'Action Logement Service, tu vas retrouver le MEDEF, la CGPME, la CGT, FO, CFDT, CFTC, et la cinquième... Nous sommes tard. Ouais, on est tous les deux morts de fatigue, mais on le fait ce podcast. Voilà, on le fait. Et donc, et les commissaires du gouvernement qui représentent l'État. Donc tout ça pour dire que c'est un environnement assez particulier qui nécessite, comme tu l'as dit, une forme d'activité quotidienne un petit peu, allez, osons les grands mots, même s'il est tard, innovante, pour permettre à toutes ces personnes qui sont d'horizons très différents, mes collègues qui viennent notamment de grandes banques, mes administrateurs, parce que je suis secrétaire du conseil, qui viennent de tous horizons, les représentants des organisations paritaires, certains collaborateurs d'Action Logement qui sont là depuis très longtemps, qui viennent des collecteurs historiques, et mes collaboratrices qui, elles, viennent de tous horizons. Donc il faut en permanence sensibiliser, former, expliquer et créer une fluidité dans l'information, puisque une personne informée en vaut deux, n'est-ce pas ? Ouais, ok. Mais ça me parle beaucoup. Alors, tu connaîtras sans doute pas, je bossais à l'EPNAC avant, qui est un établissement public national, un peu sous gestion. Enfin, j'ai jamais trop compris moi-même si c'était une gestion privée, publique, mais en tout cas, c'est l'argent de l'État qui est utilisé à destination de l'État. Et en fait, tu te rends compte que, en plus, on touchait les personnes en situation de handicap aussi. On devait sensibiliser là-dessus et moi, je devais communiquer dans tout ça. Donc, ça me parle dans le sens où il faut avoir un discours qui est clair, simple, accessible, efficace, exactement. à destination de tout le monde et où tu as plein d'enjeux.
Exactement. On parle d'argent public, donc c'est toujours un peu... Alors là, c'est privé. Pour le coup, c'est privé. Mais ça participe aux politiques publiques. Donc, donc il y a un... il y a un enjeu, Oui, et puis en parlant d'encours, la PEC, le 1% patronal, c'est 2 milliards par an. Et les émissions qu'Action Logement Service réalise sur les marchés financiers, c'est à hauteur de 9 milliards. Ouais. Donc, c'est significatif. Et les salariés qui sollicitent des crédits auprès d'Action Logement Service se comptent par dizaines de milliers tous les ans. L'encours de crédit des personnes physiques, des salariés, il est de plus de 20 milliards. Et l'encours de crédit des bailleurs sociaux, il est très élevé aussi. Okay. Donc oui, on parle de beaucoup d'argent. Beaucoup de monde du coup aussi. Et on parle, un effectif de 3000 personnes chez Action Logement Service. Mais on parle aussi de la nécessité, puisque c'est une politique publique, le logement, puisque c'est une politique qui concerne tout le monde, de la nécessité d'inclure en fait dans la compréhension de ces sujets un maximum de personnes de cet écosystème. Je me permets une petite pause dans le podcast pour vous présenter Ourama, qui est notre agence où on développe des sites internet à destination exclusive des professions réglementées, c'est-à-dire avocats, notaires, experts comptables, gestionnaires de patrimoine, cabinets de conseil. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vous accompagne dans la création de votre identité graphique, dans la création de votre site internet et ensuite dans son référencement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous retrouver sur ourama.fr et à prendre rendez-vous avec nous. Deuxième chose, si vous souhaitez simplement développer votre activité grâce au marketing digital, outre ces podcasts, on produit des tonnes de contenus gratuits que vous retrouverez sur notre site internet, mais également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, notamment si vous êtes en train de me regarder actuellement. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Et du coup, alors toi en tant que directrice juridique, et du coup vous êtes combien dans le département ? Alors donc comme je suis directrice juridique et RSE, je combine les deux départements dans mon effectif et on est une petite quinzaine. Ok, donc il y a quand même pas mal de monde à gérer. Comment vous êtes organisé ? J'imagine que vous avez des tonnes de problématiques sur un tas de sujets différents. Est-ce que tu peux un peu nous présenter globalement ce que tu fais, un peu ton quotidien, pour qu'on essaye de se mettre un peu à ta place ? Alors, mon quotidien étant sans cesse renouvelé, ça va pas forcément être évident, mais l'organisation, elle est très, pour le coup, évidente. La direction juridique, comme beaucoup, que ce soit en cabinet d'avocat ou en direction, est répartie autour de pôles. Donc, un pôle affaires qui, par essence, s'occupe de tout ce qui est droit des affaires, mais aussi des filiales d'Action Logement Service, puisque nous avons des filiales très différentes les unes des autres, et qui s'occupent de sujets aussi récurrents comme la relation avec la conformité, parce que dans le cadre des aides que nous délivrons, il y a une aide qui est connue, qui s'appelle la garantie Visale, sur laquelle il y a eu pas mal de publicité ces derniers temps. Et donc, le pôle affaires travaille avec la conformité sur la délivrance conforme de ces aides aux bénéficiaires. Les marques aussi et les délégations de signature. Donc, un pôle affaires très étoffé en termes de sujets. Beaucoup de choses aussi autour du droit à la concurrence. Et là, en passerelle avec le pôle produits et conseils, qui est le pôle cœur de métier de la banque. Donc, tout ce qui a trait à la délivrance des contrats et de tout venant des questions de nos différents interlocuteurs métiers. Ok. Plusieurs pôles selon plusieurs domaines d'intervention. Voilà. Et nous avons, la direction juridique et RSE donc, a aussi 2 autres pôles. Le pôle gouvernance, qui est très structuré autour de la relation avec le conseil d'administration que j'ai évoqué tout à l'heure, et aussi avec tous les sujets réglementaires, puisque nous sommes supervisés par la CPR, l'autorité de contrôle et de supervision des établissements bancaires. Et tout ce qui a trait donc aux émissions obligataires, qui nourrit une obligation spécifique envers les investisseurs. Et enfin, le pôle RSE, avec une chef de projet qui met en œuvre la CSRD, la directive liée aux obligations de durabilité, auxquelles nous sommes également soumis. Ça fait écho un peu on a fait un podcast avec Virginie Lefebvre du Thiel qui justement chapeaute un peu cet aspect-là chez EY. Complètement. Et donc, c'est intéressant de voir que vous avez tellement grand que vous avez ce pôle-là qui met en place. Alors, du coup, j'imagine que chacun produit un petit peu dans son département en fonction de ses problématiques. Comment tu arrives à organiser un peu tout ça ? Alors, tu m'as parlé, on s'est eu au téléphone avant, on a très mal organisé ce podcast, mais
On est je trouve que ça se passe très bien. Euh, Comment tu organises un peu tout ça? Comment tu gères ces équipes? Parce que j'imagine que vous êtes débordé de demandes et qu'il y a énormément de flux. Tu parles de filiales, il y a peut-être des milliers de parties prenantes. Tu as de J'ai l'argent pas des public. milliers de parties prenantes, mais j'ai des parties prenantes Ouais. très diverses, Et très donc, comment tu hétérogènes. organises Ouais. un petit peu tout ça Ouais. pour que finalement ça se passe bien et vous arriviez à bosser en collaboration tous ensemble? Et c'est là où effectivement j'ai peut-être davantage réfléchi parce que j'ai davantage souffert, c'est généralement comme ça que ça marche, davantage réfléchi à comment, je parlais tout à l'heure d'uniformité et d'accessibilité à l'information. C'est vrai que malgré toute la bonne volonté, je ne peux pas être partout au même endroit en même temps. C'est clair. Et à différents endroits en même temps. Et donc, par voie de conséquence, avec l'intégralité de mon équipe, puisque j'ai à cœur que tout le monde participe avec moi au sujet que nous pouvons mettre en œuvre, au projet que nous pouvons mettre en œuvre. Avec l'intégralité de mon équipe, l'année dernière, on a commencé à réfléchir à un outil qui nous permettrait de fluidifier l'information. J'ai dit tout à l'heure que le pôle affaires travaille autant que faire se peut en passerelle avec le pôle produits et conseils, parce que les silos, c'est très mal. Et les silos, ça crée forcément de la déperdition d'informations, donc de la perte d'énergie, donc de la perte de temps. Et par voie de conséquence, on a commencé collectivement à réfléchir à comment nous pourrions créer un outil de pilotage qui ne soit pas un outil de flicage. J'insiste là-dessus. Ouais. À aucun moment, nous l'avons envisagé les unes et les autres comme autre chose qu'un outil de pilotage. De gestion. Voilà. Et par voie de conséquence, c'est, je pense, pour ça que collectivement, ça a très bien pris entre nous. Donc, nous avons réfléchi par pôle. Donc, elles ont réfléchi. Alors, par le plus grand des hasards, je n'ai que des filles et je suis en train actuellement de recruter et les seuls candidats qui se présentent sont des filles. Du coup, juriste. Juriste, voilà, tout à fait. Et donc, elles ont réfléchi par pôle à comment elles pourraient identifier les bonnes informations à travers des indicateurs. Alors, je vous donne quelque chose qui est, je pense, très parlant, les contentieux. Pour un contentieux, combien de temps moi j'y passe, combien de temps l'avocat va y passer en fonction de ce qu'il me donne comme détail de facturation, combien je vais payer l'avocat, que représente le montant du litige, et à la fin de la fin, quand le litige est terminé, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, et si j'ai perdu, combien j'ai perdu, et si j'ai gagné, combien j'ai reçu. Et donc ça, ce sont des indicateurs métriques très intéressant puisque les chiffres ne mentent pas, paraît-il. Et sur la base de ces indicateurs métriques, nous arrivons à faire des indicateurs de performance parce qu'après, en faisant des fameuses ratios, les fameux ratios, on arrive à, par exemple, constater que on a économisé X% en lançant ce contentieux par rapport à si on avait transigé, ou à l'inverse, donc, ça nous donne, en bon français, un guideline selon les types de contentieux. Et puis, ça nous permet aussi d'entretenir un dialogue vertueux avec nos conseils, puisque nos conseils, nous travaillons en toute transparence avec eux. Et donc, ça nous permet de leur dire, tiens, regarde, cette année, on a fait 100 contentieux ensemble. Sur ces 100 contentieux, on en a gagné 70. Et les 30 qu'on a perdus, il y en a 25 qu'on comprend, il y en a 5, c'est vrai, quand on les reprend, on se dit que peut-être on aurait dû faire comme ça ou comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ensemble devant. Ok, trop intéressant. Donc en gros, alors comment tu collectes cette donnée? Parce que du coup, cette donnée-là vous permet d'analyser, si je comprends bien, le travail que vous réalisez avec des cabinets. Derrière, ça leur donne une espèce de, alors pas une note, mais un indicateur de performance, mais ça, tu peux le comparer à une note en disant, ok, là, ça vaut le coup de continuer à travailler avec eux parce qu'on gagne ici, ça continue, ça vaut le coup de s'attaquer sur ce contentieux. Exactement. Parce qu'on gagne. Là, faut pas en mettre trop d'efforts parce qu'en fait, à chaque fois, on se prend un mur. Et donc, toi, tu sais vers où aller et comment être beaucoup plus performant en règle générale. Et comment tu collectes la donnée? Alors, juste petite précision et je vais répondre à ta question. Je pense que ce choix d'aller sur tel type de contentieux ou d'insister sur telle ou telle affaire, un type d'affaire, de toute façon, les juristes et les avocats le feraient indépendamment de l'outil de collecte. En revanche, l'outil de collecte permet d'affiner la décision. Il va pas, il va pas être là pour te dire
un truc auquel tu n'aurais pas pensé. En revanche, il va te confirmer ou au contraire t'infirmer sur ton intuition et de manière très macro. Là où c'était empirique, ça devient très macro et finalement très cadré. Alors, comment je connecte la donnée ? En fait, c'est la raison pour laquelle c'était essentiel qu'il y ait une adhésion collective au projet, puisqu'en fait, c'est chacune des juristes qui entre dans l'outil de pilotage un maximum de données. Quand j'étais avocate, je pense que beaucoup d'avocats sont encore dans cet état d'esprit, remplir une feuille de temps, c'était assez pénible, pour pas dire c'est comme les commerciaux qui n'ont pas envie de remplir leur feuille, machin. Donc, au départ, j'avais un peu peur, je dois le confesser d'ailleurs. Chères amies collaboratrices, si vous regardez le podcast, je vous remercie infiniment parce que j'avais un peu peur d'une éventuelle réticence. Et finalement, c'est devenu hyper naturel, mais en quelques semaines. Et aujourd'hui, on a les premiers retours. Là, ça fait 6 mois qu'on l'a déployé, donc on est en train d'affiner la customisation. Et on a fait une excellente réunion en début de semaine. Et toutes les collaboratrices sont vraiment ravies, tendance enchantées de l'effort fourni par rapport aux résultats. Bien sûr, donc, il y a beaucoup de travail de départ pour entrer la collecte des données, enfin les données pour les collecter très exactement. Mais ce travail aujourd'hui, il est devenu... c'est quotidien, c'est oui, bon, voilà, ça, c'est business as usual. Et puis j'imagine que de toute manière l'interface il est sympa, donc ça vous permet d'aller assez vite. Alors sympa, je sais pas, mais ça permet d'aller assez vite et ça fait qu'on ne s'échange quasiment plus de mails. Donc il y a ce côté aussi, ça diminue le volume quotidien et ça permet d'utiliser Teams vraiment pour le chat immédiat. Donc ça a cette vocation assez sympa de centraliser. De permettre à tout le monde de savoir exactement où on en est dans tel ou tel projet et de qualifier aussi, au-delà des données, les demandes. Donc, je vais un tout petit peu plus loin dans l'explication. J'ai dit tout à l'heure, j'ai un pôle produit et conseil qui est finalement le pôle métier, comme dans toute entreprise, un pôle vraiment dédié aux clients internes. Ce pôle métier, en 6 mois de temps, il a reçu plus de 400 demandes. Parce que toutes les demandes qu'il reçoit, il les inscrit dans l'outil de pilotage pour dire telle demande reçue tel jour, date de réception, enfin donc telle demande reçue tel jour, et date de réponse prévue. Et demain, nous allons qualifier la complexité de la demande. Depuis 6 mois, ce pôle métier a reçu plus de 400 demandes. Donc, c'est colossal. Et c'est quelque chose qui, s'il n'était pas rentré quotidiennement, en fait, elles me diraient, je suis débordée, je leur dirais, ouais, comme tout le monde. Là, d'un coup, elles peuvent dire, ouais, mais en fait, voilà comment ça se passe. On a 400 demandes, X qui sont faciles, qui nous ont pris moins d'une demi-journée, et etc. Tu vois l'idée ? Ouais, je vois très bien. Et alors, parce que tu m'en as parlé aussi au téléphone, est-ce que vous avez implanté dans cet outil-là de l'intelligence artificielle ? Je sais que c'est un peu aussi... un de tes chevals de bataille en ce moment. Est-ce que finalement ça va vous faire gagner du temps, parce que j'imagine que ces demandes, il y en a des similaires, j'imagine qu'effectivement il y en a, vous pouvez les enchaîner, voire même les automatiser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce sujet-là et qu'est-ce que tu conseillerais, alors plutôt à des directeurs juridiques, mais j'imagine qu'il y en a qui écouteront peut-être aussi, cet aspect-là un petit peu de traitement de l'information grâce à l'IA. Effectivement. Alors, c'est pas avec l'outil de pilotage, mais à côté de l'outil de pilotage, en fait, dans ce pôle produits et conseils, il y a une activité qui est saisonnière, comme dans beaucoup d'entreprises, j'imagine. Et cette activité saisonnière soulève de la part des interlocuteurs internes des questions que je vais qualifier de récurrentes, dont les réponses peuvent évoluer en fonction de la réglementation. La législation, notamment droit social, évolue régulièrement. Toutefois, la trame de questions est souvent la même. Donc, depuis 5 ans, l'équipe du pôle produit et conseil a recensé toutes les questions. Et l'idée aujourd'hui, et nous sommes en cours de réalisation et ça se présente très bien, c'est de mettre toutes ces questions et toutes les réponses qui ont été apportées dans un outil. Alors, je ne sais pas si on dit chatbot, parce que je n'ai pas ta technicité, mais d'utiliser en fait... ça va être un chat où les personnes vont poser la question, voilà, et la réponse exactement. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, cet outil ne sera utilisé que par les juristes de la direction juridique. Il n'est évidemment pas question de le donner aux interlocuteurs externes.
En Pour revanche, vérifier la réponse, quoi. voilà, elles vont vérifier la réponse et si la réponse leur satisfait, elles vont pouvoir donc gagner un temps et une efficacité assez redoutables. Trop bien. Tout en ayant donné satisfaction, parce que le but ultime, on s'en souvient, c'est la satisfaction du client. On est quand même toujours dans cette logique. On gagne en simplicité, en efficacité pour aller, nous, vers des projets plus complexes, mais le niveau de qualité ne doit pas être dégradé. Ok, donc l'idée, c'est d'avoir une réponse bien structurée, facile à comprendre. Exactement. Peut-être l'aspect un peu technique, puis après dire, bon, concrètement, c'est ça, quoi. Exactement, voilà. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as ressenti, mais je pense que c'est vers là où tu allais aussi, tu as ressenti que vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur des trucs qui finalement vous bottent beaucoup plus, parce que tout cet aspect-là, il va être, ça va être un peu, pas automatisé, mais ça va être beaucoup plus rapide. Du coup, vous pouvez vous lancer sur des projets beaucoup plus ambitieux. Oui, je parle d'industrialisation plus que d'automatisation, dans le sens où je crois profondément que le juriste qui est en train de venir, c'est pas un juriste oublié, c'est un juriste augmenté, transformé. Et donc, par voie de conséquence, il se transforme comment, le juriste? En allant vers des tâches plus complexes, qui peuvent dépasser peut-être même le métier de juriste, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une porosité entre un tas de sujets. Le fait que j'ai aussi la casquette directrice RSE amène les juristes à entendre beaucoup parler de sujets qui ne sont pas immédiatement des sujets juridiques, mais qui, pour autant, les impactent dans leur métier de juriste. Donc oui, clairement, l'idée, c'est d'aller vers des sujets plus complexes ou plus atypiques qui vont nécessiter une valeur ajoutée humaine. Et puis j'imagine que le juriste, du coup, va aller chercher, il va avoir ce temps pour aller trouver des nouvelles opportunités grâce au juridique, se concentrer sur du développement et finalement faire avancer la boîte et plus simplement être le pompier quand il y a un problème. C'est ça, et satisfaire encore une fois le client interne le plus rapidement, le plus efficacement et le plus, j'allais dire, dans la profondeur possible. Trop bien. Voilà, élargir aussi la base. Et du coup, alors, les avocats dans tout ça, est-ce que, on va mettre les pieds un peu dans le plat là-dessus, est-ce que vous les appelez moins depuis tout ce que vous avez implémenté ces outils, ou est-ce que finalement, puisque vous arrivez sur des nouveaux projets, vous vous dites, maintenant on a besoin d'avocats sur d'autres sujets? On les appelle mieux. Ouais. C'est bien, c'est magnifique. Même eux, je pense que ça leur fait plaisir. Si mes conseils regardent ce podcast, il faut que je tempère. Je les appelle encore pour des coups de bourre. Ça serait mentir que de dire le contraire. En revanche, peut-être effectivement que j'anticipe davantage un certain nombre de sujets et surtout je construis avec eux les sujets complexes parce que effectivement je vais davantage aller vers eux pour des sujets complexes. L'idée c'est de gagner en efficacité mais aussi d'économiser sur tout ce qu'on peut faire en interne. Bien sûr, voilà, et aujourd'hui il y a suffisamment d'outils pour vérifier. Je vous donne l'exemple du chatbot tout à l'heure, vérifier la législation applicable depuis 1 an. Clairement, aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils pour une juriste pour le faire elle-même sans aller chercher la réponse auprès d'un avocat. Et du coup, donc c'est la complexité qui donne la boussole. Et comment vous les trouvez? Parce que j'imagine qu'il y en a avec qui tu bosses de manière depuis des années, tu as une confiance aveugle, et tu en as d'autres, des fois tu dois aller chercher des infos peut-être plus précises sur des sujets très spécifiques, et donc eux ils n'ont peut-être pas forcément cet aspect-là. Comment tu choisis ces personnes-là? Comment tu arrives à les trouver? Est-ce que tu as par exemple des avocats qui t'ont contacté sur LinkedIn et t'as dit tiens c'est intéressant ça, parlons-en quoi, ou alors un avocat qui a trouvé son poste intéressant, ou quelqu'un qu'on t'a mis en relation, enfin comment tu les trouves ces personnes? C'est une très bonne question. J'allais dire que ceux qui travaillent avec nous, ce sont ceux qui ont compris la complexité d'Action Logement, donc on en a perdu beaucoup en route. En fait, je travaille historiquement avec des cabinets qui ont été référencés ou que moi, j'ai pu connaître. Et j'ai assez peu de contacts sur LinkedIn. Je ne devrais pas dire ça parce que d'un coup je vais me retrouver. Ah bah c'est sûr et certain. Non bah après bon, tu tries. Ouais, voilà. J'avoue que c'est très empirique. Là pour le coup j'ai beaucoup de process pour plein de trucs, mais pour ça j'ai pas de process. Après je participe à de nombreux événements, que ce soit au Cercle Montesquieu, à la FJE ou à l'Agora. C'est intéressant ça. Donc c'est vrai que je rencontre pas mal de gens et je parle beaucoup avec mes pairs.
Ok. Ouais, c'est Donc, peut-être comme ça entre directeurs juridiques, ouais, vous tout filez à fait. aussi les bons Ouais, contacts. Alors, les Et ça, bons c'est- contacts, je sais pas. Les contacts moins des qui contacts. correspondent, voilà, les Ouais. contacts qui correspondent aux besoins. Ouais, C'est mais c'est très... intéressant, tu vois, que de savoir que personne t'envoie des messages, alors que, tu sais, il y a des tonnes de directeurs juridiques en France, Ouais. et il n'y a pas un avocat qui vous a envoyé un mot en disant, Ah bah, il y en a tiens, peut-être. il y en a eu, peut-être. j'imagine, Oui, mais voilà. c'est Mais quand même dingue. Enfin, ça ne, c'est pas interdit non plus de le faire et d'envoyer un petit mot en tu disant. veux que ma boîte... Non, non, mais alors, n'harcelez pas Elise Marie, mais enfin, je trouve ça quand même étrange, alors que ils vont tous à des événements Ouais. pour discuter, et ça c'est très bien, et je pense que c'est une très bonne chose de le faire. Ouais. Mais il y a d'autres moyens, et donc c'est Après, intéressant de voir que c'est les événements déjà ouais, aussi qui créent je du pense lien. que le benchmark et le référencement se font davantage par le bouche à oreille, malgré C'est tout. normal. L'humain reste l'humain. C'est Et clair. j'ai pas encore demandé à ChatGPT de me conseiller avec la fonction Search Web Ouais, mais quel c'est cabinet intéressant de voir, prendre. parce que enfin, tu es finalement l'une des. Moi, on me parle souvent parce que je fais des sites de cabinet, donc forcément, je demande toujours, c'est qui vos clients, qui est-ce que Ouais. vous cherchez à toucher. Et il y en a. Alors, il y en a, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui se brident et qui disent, moi, je vais toucher les ETI, les PME. Donc, tout de suite, Oui, directeur oui, juridique de gros groupes, je pense que ça leur fait peur. Ouais. Par contre, les gros cabinets, clairement, ils se placent sur vous. Et tu en as quand même des individuels très spécialisés qui disent, moi, je veux toucher les plus gros parce que je suis tellement spécialisé sur mon truc je sais que voilà, ouais. ça va marcher pour Mm. moi. Et, mais c'est intéressant de voir que ils cherchent quand même à tuer en fait leurs clients de rêve. Oui. Alors peut-être qu'une fois qu'ils sont dedans, c'est l'enfer, et voilà, mais ça c'est autre chose. Mais finalement, voilà, ils cherchent à avoir quelques directeurs juridiques effectivement à qui travailler. Ouais. Puis derrière, ça se tire le fil, et si Bien le sûr. travail est bien fait. Donc c'est quand même le travail bien fait en premier lieu qui te fait. Oui, parce mais que ça, j'ai envie c'est de bien de dire, te trouver, c'est- mais après, c'est- faut c'est le te bon garder. sens. Oui. Et ça, c'est le plus Ouais, important. ouais. Et qu'est-ce qui fait que justement tu arrives à les garder? Qui c'est ceux qui restent? Ah ben, ce que je te disais tout à l'heure sous forme de boutade, ceux qui comprennent l'écosystème dans lequel on évolue restent Et parce que c'est partent avec une complexe bonne- plus qu'ailleurs, tu penses? Ou c'est complexe dans tous les sujets plus ou moins, sauf bon, peut-être des sujets qui sont plus simples que d'autres, mais est-ce que tu penses que c'est particulièrement compliqué chez toi? Ou c'est simplement qu'il y en a qui ont pris plus de temps à bien comprendre ce que tu as fait, ce que vous faites? C'est particulièrement compliqué. Je pense que c'est compliqué partout pour des tas de raisons différentes. En revanche, nous, c'est immédiatement compliqué parce que la réglementation est un millefeuille. Ok. Et que finalement, Action Logement, c'est quelque chose de passionnant, mais à appréhender, voilà, il faut accepter une société commerciale qui exécute des politiques publiques dans un monde très normé, réglementaire, comme je disais tout à l'heure, etc. Donc, il y a un coût d'apprentissage qui peut aussi décourager. C'est intéressant ça. Ouais. Parce que, et à l'inverse, si je suis parfaitement honnête avec les avocats qui nous écoutent, il y a aussi pour moi un coût d'apprentissage. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure avant qu'on commence le podcast, mais toi en tant que directrice juridique, comment tu choisis les avocats, etc. Je suis toujours à me dire, ok, si je prends un nouvel avocat, il faut que je prenne le temps de lui expliquer, parce que évidemment il va faire le travail par lui-même, mais à un moment il faut quand même échanger. Et c'est vrai que c'est aussi un coût d'apprentissage de la part du client. Finalement, tu les formes dans un point. Et c'est intéressant ce que tu dis, alors, notamment sur la RSE, parce que je trouve que ce coût d'apprentissage, tu vois, pour des jeunes collabs ou des personnes qui se lancent, c'est quand même un bon moyen pour eux de se démarquer clairement, sur le long terme, et se dire, on peut en parler aussi avec Virginie, de dire le RSE, l'énergie aujourd'hui, les normes environnementales, c'est une galère en matière de juridique. Mais en fait, les barrières à l'entrée, quand elles sont cassées, c'est en fait t'es tranquille, quoi. C'est bon, il n'y a plus personne. Et dans un sens... Oui. Ah ben j'abonde dans ton sens, oui. C'est-à-dire que sur la durabilité aujourd'hui, parce que le mot qui se rapprochera le plus des enjeux juridiques, ce sera la durabilité. Sur la durabilité aujourd'hui, il y a... Pardon, c'est un peu... trivial comme expression, mais il y a un coup à jouer pour les avocats qui s'intéressent au sujet, puisque c'est du réglementaire, mais pas que. Toutes les entreprises sont directement ou indirectement concernées. Là, je ne parle plus d'Action Logement, je parle vraiment du fait que beaucoup d'entreprises vont avoir des besoins sur ce sujet-là, qui sont des besoins qui vont être
pas que juridique, mais notamment juridique. Et peu de gens aujourd'hui, à mon avis même presque personne, ne peut affirmer être un maître en durabilité. Et puis c'est ce que... Et pour autant, puisque c'est très nouveau, c'est le moment d'être expert. C'est le moment de se former. C'est ce que font les commissaires aux comptes et c'est ce que commencent à faire les avocats qui ont obtenu aussi de pouvoir être certifiés. Oui. Puis ça donne du sens à... on est en plein dedans, quoi. Trop bien. T'as un peu des red flags quand même, des trucs où tu te dis oulala, alors là, des choses qui te sont réarrivées plusieurs fois, tu te dis non, je par rapport aux avocats. Par rapport aux avocats ou... Ouais, typiquement quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre le milieu dans lequel on évolue. Cette triple, quadruple réglementation plus cet écosystème. Et finalement, toi, tu cherches toujours plutôt quelqu'un qui est assez hyper spécialisé ou justement quelqu'un qui a un peu un panel, soit une équipe large, soit finalement des partenaires avec qui il va pouvoir bosser. C'est quand même important. Oui, c'est important qu'il puisse s'appuyer sur d'autres personnes que lui. Ça, c'est le principe même. Mais après, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit avant et du fait que j'ai à cœur que mes collaboratrices aient un niveau d'engagement et de compréhension et de progression important, l'avocat qui les accompagne, c'est un avocat qui est plutôt spécialisé et qui va aussi être dans la pédagogie pour leur permettre d'acquérir une compétence supplémentaire. Parce que je veux que mes collaboratrices puissent se dire chaque jour qui passe, j'ai appris un truc. Ouais, trop bien. Et est-ce que tu as déjà vu justement des cabinets, on parle beaucoup de legal design, donc j'imagine que tu vois j'en fais très beaucoup, bien. Parfait. Est-ce que tu as eu des avocats justement qui t'ont impressionné sur ce sujet-là en disant c'est d'une clarté qu'on n'a jamais vue et parfois justement des énormes pavés insupportables à lire et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors, aucun cabinet ne m'a jamais impressionné et à l'inverse, j'ai même une consulte où je l'ai renvoyée à l'avocat en disant moi j'écrivais des consultes comme ça dans les années 2000, je crois que le temps a passé et où je l'ai fait, j'ai transformé la consulte en infographie. Et je lui ai envoyé en disant sur tout ce qui est analyse de contrat. Et je lui dis voilà le résultat auquel j'aurais voulu aboutir avec vous. Ok. Et donc vous êtes. C'est peut-être horrible quand je le raconte comme ça. Non, alors je veux dire, je trouve que on en entend tellement parler et je pense qu'il y a plein de directeurs juridiques. À chaque fois je pose toujours cette question un peu sur legal design en disant est-ce que c'est nébuleux ou au contraire c'est juste que les avocats veulent pas se mettre là-dedans? Je sais pas si les avocats veulent pas se mettre là-dedans, mais en tout cas c'est pas du tout nébuleux et pour moi on est en 2024, c'est même plus un sujet le legal design. C'est derrière nous quoi, c'est le juriste transformé des années 2015. Putain. Pardon. Et puis franchement moi je pense que tu as raison et que surtout quand toi tu as l'enjeu de faire découler l'info tout dans une boîte, on se rend pas compte de quel point on peut parler chinois. Moi quand je parle de site internet et de référencement et de machin, j'ai dû lisser mon discours. Alors, je me fais taper dessus par mes confrères, mais je leur dis, mais en fait, comprenez pas que personne vous comprend. Et donc, c'est important d'avoir quelque chose qui soit clair. Souvent, il y a le 80-20 où finalement, peut-être que tu n'expliques pas à 100% tout, mais au moins, c'est clair pour le reste des personnes. Et donc, c'est intéressant de savoir que, tu vois, ils se sont pas forcément mis encore à ce stade, en tout cas, je l'ai pas rencontré. Et tu as des personnes que tu justement que tu vois sur LinkedIn ou des personnes un peu référentes sur ce sujet? Ah oui, moi j'ai eu une legal operation dans mes effectifs qui maintenant fait autre chose parce qu'on est arrivé à maturité sur à peu près tout ce qu'on pouvait legal designer. Et le legal design on va dire quotidien quand j'ai un besoin qui dépasse les compétences de l'équipe, sachant que j'ai fait former toute l'équipe au legal design, donc elles ont une base. Grâce avec cette personne. Oui, avec cette personne, je fais appel à juste cause. Donc, petit placement de produit, pardon. Mais voilà. Aujourd'hui, le marché, de toute façon, est très consolidé, donc il y a assez peu d'acteurs de legal design. Trop bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on se souhaite? Une année 2025 trépidante, mais un peu plus reposante. Alors là, c'est ce que je pense qu'on souhaite à chaque fois, mais j'espère, je te le souhaite, mais je pense que dans tous les cas, vous êtes sur un travail qui est actuellement en face pour que justement vous puissiez prendre les choses
avec plus de sérénité et du coup prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées au quotidien. Donc je trouve que vous êtes dans une bonne voie et en tout cas c'est ce que ça m'en a l'air et le fait de justement structurer ça, ça donnera, j'espère, d'autres idées et ils viendront t'envoyer un petit mot en disant qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez mis en place. Tu pourras leur envoyer quelques tips. J'espère qu'ils t'embêteront pas trop. N'embêtez pas trop Lise-Marie, s'il vous plaît. Sinon je ne fais plus de podcasts avec des directeurs juridiques, mais bon, je suis trop content, je trouve que c'est super intéressant et puis merci beaucoup Lise-Marie, on se revoit très vite. Merci beaucoup. Et puis on te suit sur LinkedIn pour ceux qui veulent en savoir plus. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Au revoir.